Salut Thierry, merci de m'accueillir chez toi, près d'Aix-en-Provence, au pied de la Sainte-Victoire. Comment ça va? C'est spécial. C'est un sentiment très spécial parce que quand on a été habitué à être, je dirais, 24 heures sur 24 préoccupé par l'entraînement, là, depuis quelques jours, c'est moins le cas. Ouais. Comment se passent justement ces premiers jours de jeunes retraités loin du banc de touche? C'est perturbant, donc il faut que je m'adapte. Voilà. Oui, ma femme, c'est pas le problème. Je veux dire, ma femme, c'est une athlète de haut niveau, donc elle a toujours compris, elle m'a toujours suivi, et même poussé, et même motivé, et même, tu sais que quand je perdais, je pouvais dormir dans la baignoire des fois. Hein. Enfin, Alors après une longue carrière d'entraîneur, tu as décidé presque, j'ai envie de dire, du jour au lendemain, de raccrocher définitivement. Pourquoi avoir dit stop? disons que je pensais arrêter en 2024. Je savais qu'il fallait peut-être que je passe à autre chose. Et je me sentais aussi un petit peu plus en décalage parfois avec tout ce qui se passe autour de ce métier d'entraîneur. Donc, mais je ne pensais pas arrêter ma carrière ainsi, voilà. Aussi bien un an avant que finalement même ne pas finir la saison. C'est les circonstances qui ont fait qu'à un moment donné, on s'est rencontré avec les dirigeants et je me suis dit peut-être que c'est mieux que je stoppe maintenant. En quittant le club d'Aix justement, est-ce que tu aurais pu rebondir ailleurs, que ce soit en France, à l'étranger, comme ce fut le cas après Nantes, en allant au Portugal? Oui, mais j'ai même là encore aujourd'hui des sollicitations, mais je ne veux pas replonger, comme on dit. Si j'ai décidé d'arrêter d'être surtout coach principal, c'est-à-dire celui qui vraiment gère tout, hein, depuis, je dirais, le 15 juillet jusqu'au 15 juin, et comme je l'ai dit, 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. Non, oui, des clubs français, et même des clubs européens assez solides. Mais je veux rester sur ce que je me suis dit. Pour le moment, non. Après, bon, il y a bien sûr les sélections aussi. Mais les sélections, c'est pas facile. Quand tu es entraîneur de club, d'arriver à décider les gens de te prendre comme sélectionneur, c'est un autre circuit. Est-ce que ça veut dire que tu n'étais plus en phase avec le handball d'aujourd'hui? Je ne peux pas dire ça parce que le handball a évolué, je l'ai vu évoluer. Si j'ai fait 35 ans de carrière au plus haut niveau, c'est que quelque part j'ai dû m'adapter. Je crois que c'est la qualité fondamentale d'un entraîneur, d'être capable de s'adapter à son milieu et aussi aux nouvelles générations et aux nouvelles mentalités de joueurs aussi. C'est vrai que là, cette année, surtout depuis la reprise, j'étais pas bien. J'étais pas bien par rapport à ça. Je sentais un décalage important et donc je me suis dit que finalement... fallait peut-être mieux arrêter maintenant. Est-ce que tu aurais pu faire une pause jusqu'à l'été prochain, par exemple, et reprendre ensuite derrière? Alors là, j'ai fait une pause. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais je crois surtout qu'il faut que je passe à autre chose. Mais tout en étant un serviteur du handball, toujours. Hein. Alors, ton dernier match en tant qu'entraîneur, donc tu l'as disputé, c'était le 4 mars dernier, c'était contre Nantes. À Nantes, tout un symbole, j'ai envie de dire? Oui, quelque part, le hasard du calendrier a fait ça. Ça, je dirais, un peu atténué mon amertume. Même si je n'ai pas envie d'être amer, mais quand même, faire un dernier match à Nantes devant 6000 spectateurs qui t'acclament, bon. En plus, c'était devant tes amis, ta famille. Oui, mes amis, mes enfants qui sont venus, même ceux qui sont venus d'Ibiza et du Luxembourg, ça, c'était pas prévu du tout. Donc, ça a été aussi une grande joie pour moi de pouvoir, après le match, partager ce moment avec eux. On a passé un week-end ensemble. C'était les enfants et les petits-enfants, surtout aussi. Comment tu as vécu justement ce dernier match, en tout cas les jours qui ont précédé, parce que tu l'avais coché sur le calendrier, c'est mon dernier match en tant qu'entraîneur, à Nantes, chez moi, j'ai envie de dire. Alors, il y a eu deux choses. D'abord, j'ai très mal dormi. J'ai très peu dormi, mais j'étais quand même à fond dans la préparation du match. Je voulais qu'on fasse un gros match, je voulais qu'on fasse un bon match. J'avais même envie de pousser Nantes dans ses retranchements. Et finalement, j'étais trop concentré sur le match. Donc en fait, j'ai pas vraiment vécu ce dernier match comme j'aurais pu le vivre personnellement. Voilà. Et j'ai été encore une fois un peu déçu par le résultat. J'ai été déçu par la production. Et j'ai pas réussi à sortir de ça. Donc j'aurais tendance à dire que j'ai pas profité finalement, comme j'aurais peut-être pu ou dû de ce dernier match. Mais c'est comme ça. Dans le vestiaire, ça devait être une ambiance assez particulière, non? Je suis pas retourné dans le vestiaire.
Tu es resté après le... Je me suis déshabillé dans la salle de presse. Voilà. Alors, Thierry, est-ce que tu t'es amusé à compter le nombre de matchs que tu as dirigés, que ce soit en championnat, en Coupe d'Europe, à travers ces 36 années de carrière? Alors, c'est pas que je me suis amusé, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé la carrière, j'étais très statistique. Je notais tout. Voilà, et je prenais les statistiques de match, d'une saison, et voilà. Mais c'est pour ça que des fois, quand je vois qu'il y a quelques erreurs, je n'hésite pas à le faire remarquer. Mais je suis aujourd'hui beaucoup moins fanat des statistiques, parce qu'il y en a trop, et il faut quelque part les faire parler aussi, ces statistiques. Mais je sais exactement, oui, je sais exactement que j'ai fait... donc grosso modo 1250 matchs, mais pas de championnat. Il y a des matchs de coupe de la Ligue, de Coupe d'Europe, etc., etc. Donc oui, j'ai coaché plus de 1200 matchs. Ouais. Alors justement, on va revenir sur ces 36 années de carrière et on va s'arrêter juste sur quelques moments forts, si tu veux bien. L'histoire, en fait, elle débute en 1978. Oui, alors en tant qu'entraîneur, oui. C'est-à-dire que je suis étudiant en éducation physique et il faut que je gagne ma vie aussi. Donc je m'occupe de l'école de handball de la Stella Sport Saint-Maur, qui était mon club, mon premier club, hein, bien sûr. Et voilà, et c'est là que j'ai fait aussi beaucoup de rencontres. Et j'ai entraîné toutes les équipes de jeunes, en fait, depuis l'école de hand jusqu'à ce qu'on appelait avant les benjamins, les minimes, les cadets, les juniors, et même la catégorie espoir, avant de devenir vraiment entraîneur de l'équipe 1. Mais ça encore, c'était une autre histoire, ça. On est en 88. J'ai envie de dire que ta carrière va être légèrement chamboulée, entre guillemets, avec une rencontre, celle de Jean-Claude Tapie, que tu as rencontré, que tu as connu déjà à Stella Saint-Maur. Et là, il va te proposer quelque chose de, j'ai envie de dire, d'incroyable. Oui. Surtout que l'histoire est que j'avais eu son fils Fabrice à l'école de handball, donc on se connaissait déjà depuis une dizaine d'années. C'était la période où a commencé à arriver un peu l'argent dans le handball, notamment la question de la publicité sur les maillots. C'était une grande question à l'époque. La Stella Saint-Maur était un club purement amateur et il voulait le rester. Et donc, bien qu'on avait essayé de faire rentrer à quelques-uns Jean-Claude Tapie dans la direction de la Stella Saint-Maur, finalement on est tous partis à Créteil. Et quelque part, j'ai fait venir aussi Jean-Claude à Créteil. Et c'est lui qui, en janvier 88, m'appelle. Alors j'ai décidé même, là aussi, de mettre un petit break parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans l'équipe. Je me souviens très bien, j'étais en train de refaire les papiers peints puisqu'on attendait notre deuxième fils, Maxime. Et donc, Jean-Claude m'appelle, il me dit « Thierry, voilà, ça va mal, je te propose, tu prends l'équipe 1 ». Et je me souviens, il m'a dit, je lui ai dit, quand est-ce que je dois répondre? Il m'a dit, écoute, je le connaissais, hein, c'était un personnage aussi. Il m'a dit, écoute, je te donne 1 heure. J'ai rappelé 5 minutes après. Alors, Créteil, tu as 29 ans à l'époque. Ouais, j'arrête de jouer, donc, parce que je jouais dans l'équipe, la première partie de saison. J'ai 29 ans, donc j'arrête ma carrière bien plus tôt que prévu. Bon, j'étais diplômé, j'avais entraîné, j'entraînais l'équipe Espoir. Puis de toute façon, j'étais programmé pour entraîner à Créteil, mais peut-être dans 3 ou 4 années après, quoi. Et là, ça s'est fait brutalement, ouais. Brutalement, et je commence donc en janvier 88. Une saison exceptionnelle, avec le doublé, championnat, une finale de Coupe d'Europe, perdue contre les Allemands d'Essen, c'est ça? Oui, alors, en fait, on a fait déjà une demi-saison. On a fini 2e derrière Nîmes. Et l'année d'après, oui, ça a été une saison incroyable. On a fait un doublé, Coupe Championnat, et cette finale de Coupe des Coupes, qui était à l'époque quelque chose d'important. Il y avait Canal+ qui arrivait dans le handball, donc avec Charles Bietri, tout ça, etc. On était très médiatisés, ce qui n'était pas l'habitude dans le handball. Et on a fait une saison tout bonnement exceptionnelle. Oui, parce que Créteil a été le premier club à disputer une finale de Coupe d'Europe. Oui, c'est vrai. Avec quelques petits jeunes aussi. Parmi lesquels? François-Xavier Houlet, en fait, je l'avais eu à l'école de hand. Je l'ai fait venir avec moi à Créteil à l'époque, c'était un scandale. C'était un gros scandale à l'époque. Aujourd'hui, ça ferait beaucoup de bruit. Et finalement, c'est lui qui a joué la plupart du temps comme demi-centre la finale de Coupe d'Europe, 2 ans après, quoi. 1 an et demi après. À Créteil, tu partages, j'ai envie de dire, le banc avec un autre homme, avec un autre personnage. Oui, c'est Hassan Afendic, c'est mon ami, bien sûr. Il était venu faire une pige l'année d'avant avec Créteil, où il avait d'ailleurs, Créteil avait joué la finale de la Coupe de France contre Gagny. Et j'avais beaucoup échangé avec lui. Donc quand Jean-Claude m'a confié l'équipe, au départ j'ai managé tout seul quelques matchs, et après il m'a dit que Sead viendrait m'aider
me parrainer un peu. Bon, bien sûr, moi, c'était... j'avais 29 ans, je rentrais dans la carrière, c'était juste extraordinaire. Et voilà, et donc on a vécu 1 an et demi ensemble comme ça. J'allais le chercher le samedi à la gare de l'Est, parce qu'il était résident en Suisse, il était à Genève. On parlait avant match, je lui faisais le topo de tout ce que j'avais fait, donc l'entraînement, l'observation de l'adversaire et tout. Et puis, après le match, on restait à discuter jusqu'à 2-3 heures du matin. Et le dimanche, je le ramenais à la gare de l'Est. Donc toi, tu coachais... Avec une petite enveloppe quand même, il avait une petite enveloppe, bon, c'est normal. Donc toi, tu coachais la semaine et lui, il manageait le week-end. Ouais, mais c'était un duo, c'est pour ça que j'ai du mal toujours à accepter qu'on dise que j'ai commencé comme entraîneur adjoint. C'est pas que... Par contre, après, je suis devenu entraîneur adjoint et c'est pour ça que je suis parti de Créteil. Mais non, parce que je faisais 90% des entraînements, c'est moi qui les construisais, qui les faisais, qui les animais. J'entraînais les gardiens, je faisais la préparation physique, je faisais même la vidéo à l'époque. C'était la vidéo, les cassettes VHS, c'était autre chose. Hein. Donc non, il y avait du boulot quand même. Et j'étais prof de gym en même temps. Hein. Alors 2 ans après ton arrivée à Créteil, tu décides de rejoindre Ponton Combo, qui à l'époque jouait en National 2. Alors ça aussi, c'est une rencontre incroyable parce qu'en fait, j'étais étudiant à l'INSEP. Enfin, j'ai passé mon CAPEPS à l'INSEP. Après, je suis revenu pour faire le diplôme de l'INSEP, donc c'est des études supérieures d'entraînement. J'étais donc là détaché pendant 2 années. Je me suis donc embrouillé avec Créteil, avec Jean-Claude Tapie, parce que j'étais devenu en fait l'entraîneur adjoint avec Procréat, ce qui est arrivé, l'entraîneur qui était là à plein temps. Donc, j'ai démissionné, je suis parti. J'ai eu des contacts pour entraîner des clubs. Aussi bien à l'étranger qu'en France. Mais étant à l'INSEP, je suis resté à l'INSEP. Et j'ai un copain de la Stella qui s'appelle Philippe Carrera qui m'a présenté le maire de Ponto Combo, Jacques Klein. Et là, tout de suite, ça a matché, quoi. Et je ne pensais pas rester 4 ans à Ponto. Parce qu'au bout de 2 ans, Créteil était déjà revenu me chercher pour reprendre l'équipe. Et finalement, je suis resté 4 ans. 4 ans, j'ai fait monter l'équipe en première division. Et j'ai décidé de revenir à Créteil au moment où Créteil descendait en 2e division. On a été repêché parce que Nîmes a déposé le bilan, tout simplement. Bah écoutez, je t'avais dit reste en défense, Loulou. On finit en 0-6. Donc il n'y a pas de changement côté droit. Loulou, tu joues là-bas. C'était un plaisir avec beaucoup de jeunes joueurs français d'ailleurs, hein, et c'était bien, c'était avant la grosse période de domination de Montpellier, bien que Montpellier avait été champion en 95, hein, faut pas l'oublier, mais en 96-97, ils étaient derrière nous. Hein. Ça aussi, il faut s'en rappeler. Mais après, on a perdu beaucoup de joueurs qu'on signait en Allemagne, donc ça a été un peu plus compliqué. Mais Créteil, en fait, je suis un Christonien. Parce qu'en fait, je suis né à Paris, mais mes parents habitaient Créteil. Quand j'ai commencé à faire du handball, Créteil n'existait pas, ils étaient en préfédéral. C'est pour ça que je suis parti à la Stella Saint-Maur. Mais après, j'étais très content que finalement Créteil ait développé le handball comme il a été dans les années 80. Et c'était un plaisir pour moi d'être à Créteil. Hey. On se calme surtout là, hein, il reste 4 minutes. Alors à cette époque, 2 titres de vice-champion de France, une Coupe de France en 97 et une Coupe de la Ligue en 2003. Tu vas rester 10 ans en fait à Créteil jusqu'en 2004. Où là, tu décides de partir pas très loin, à Paris. Oui, mais c'est pareil, j'ai toujours dit, on vient te chercher 2 fois, on vient rarement te chercher 3 fois. Donc Créteil, quand ils m'ont demandé de revenir, c'était déjà en 92. Après, en 94, si je refusais, je pense que c'était fini. J'avais des choses à régler à Créteil. Et Paris, c'était pareil. À l'époque, j'avais contacté aussi le PSG pour essayer de faire fusionner des clubs parisiens. Et Bietri m'avait proposé de venir comme entraîneur. Et quand Jean-Claude Lemoux, donc qui s'occupait donc via la famille Nicolas du Paris Handball, est venu me chercher, j'ai dit si je refuse, je ne serai jamais entraîneur à Paris. Et je suis né à Paris, et il ne faut pas l'oublier, moi, il y avait le grand espoir d'avoir les Jeux en 2012, et je voulais être l'entraîneur de l'équipe de France en 2012 à Paris, et je me disais qu'en étant d'abord l'entraîneur de Paris Handball, ça pouvait m'aider. Alors à Paris, une Coupe de France en 2007 face à un certain Aix-en-Provence qui à l'époque jouait en 2e division. Ouais, alors on a joué la Ligue des Champions avec Paris, on était tout le temps qualifiés, on a perdu aussi 2 autres finales de Coupe de France, une finale de la Coupe de la Ligue après prolongation, je me rappelle, contre Montpellier à Coubertin. Alors c'est vrai que le seul titre et le premier titre que finalement a gagné Paris, c'est ce week-end incroyable à Pau, où tout le monde attendait en finale Montpellier-Tremblay, qui à l'époque était une très forte équipe. Et finalement, on s'est retrouvé avec Paris et Aix-en-Provence. Et donc, on a gagné la finale contre Aix-en-Provence.
C'est quand même assez drôle, ça aussi. Mais j'étais quand même tendu le jour de cette finale, parce que je me disais que je pouvais pas laisser passer cette occasion, et pourtant on a largement dominé, mais je me souviens que Philippe Julien, l'entraîneur de Aix, m'avait dit mais Thierry, pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Je pense que vous allez gagner la finale. En 2009, tu quittes, j'ai envie de dire, pour la première fois la région parisienne, pour t'installer en Loire-Atlantique, prendre les commandes de Nantes, et qui joue, elle, sa première saison en première division. Mais là aussi, c'est tout un... En fait, j'ai jamais fini mes contrats. J'étais encore en contrat avec Paris, et Paris était persuadé que j'allais signer à Dunkerque, d'ailleurs. À cette époque-là, c'était assez chaud avec Paris. On s'est mis d'accord pour se séparer, mais en fait, c'était juste par rapport à l'équipe de France, par rapport aux Jeux Olympiques de 2008, où on m'avait rencontré, et que si jamais la France ne faisait pas une médaille en 2008, je pouvais postuler à être l'entraîneur national. C'est pour ça que je me suis mis en retrait. Et je me suis mis en retrait, et finalement Nantes est venu me chercher pour la fin de saison. Il restait 7 matchs, il fallait maintenir le club en première division, et c'est comme ça que j'ai découvert la vie en province, que j'ai découvert la ville de Nantes, et que finalement je suis resté à Nantes. Est-ce qu'on peut parler de coup de foudre avec Nantes? Oui, quand même, parce que j'avais une cinquantaine d'années, j'avais honnêtement jamais quitté la région parisienne. Je parle de vivre en province, de connaître. Nantes n'était pas si connue que ça quand on était parisien. Hein. C'est pas une ville spécialement. Voilà. Et puis j'étais surpris de ce qui était en train de pouvoir se construire. Voilà. J'ai été aussi. Il faut dire quand même qu'on s'est maintenu un match contre Paris, devant quasiment 2500 personnes, et que là, à partir de là, Gaël Pelletier m'a fait signer 3 ans, et puis après, ça a été tout le temps le développement du club, le développement sportif, le développement des partenaires, le développement du public, ça a été sans cesse une courbe qui grimpait. Ouais, et puis j'ai beaucoup aimé la ville de Nantes et les Nantais, et je les aime toujours d'ailleurs. Tu vas vivre, on peut dire, tes plus belles années d'entraîneur en participant à la progression de Nantes? Oui, on peut dire ça comme ça, mais j'ai vraiment vécu de très belles années partout où j'étais, et notamment à Créteil. Je pense qu'il y a 2 clubs qui m'ont marqué dans ma carrière, c'est l'US Créteil et Nantes. À Nantes, 2 finales de Coupe d'Europe EHF, un premier titre en 2015, ouais, avec la Coupe de la Ligue. C'est toujours difficile de gagner un premier titre avec un club. Et donc là, j'étais content, surtout qu'on avait raté une Coupe de la Ligue quelques temps avant. Les Coupes d'Europe, c'était incroyable. Parce qu'on se retrouve... donc le club est maintenu en 2010, et en 2013, on se retrouve à jouer la finale de Coupe d'Europe, quoi. C'était juste incroyable. La première contre Rhein-Neckar, c'était inespéré, c'était plus fort que nous. Et la deuxième contre Göppingen, qui est aussi un très grand club européen à l'époque, c'était chez nous, et je pense que là, on a raté quelque chose. Puis après, il y a eu la finale de la Ligue des Champions, ça c'est encore plus fort. Hein. Hey les gars, 2 secondes, on se fait plaisir. Allez, elle est à nous celle-là. Allez les gars, tous ensemble. Entre-temps, il y a eu la Coupe de France en 2017, et tu l'as dit, cette fameuse finale de Ligue des Champions, on est en 2018, et c'est face à Montpellier. Oui, qu'on avait battu en finale de Coupe de France à Bercy, en les dominant largement. On avait aussi gagné le Trophée des Champions sur un week-end en battant Paris Saint-Germain et Montpellier. Donc oui, bon après, je pourrais parler longuement de cette finale de Ligue des Champions. Mais c'était comme ça. Voilà. Je pourrais l'analyser tactiquement, parce que bien sûr j'ai revu, j'ai essayé de comprendre. Mais c'est vrai aussi qu'on a lâché toute notre énergie en demi-finale, parce que Paris Saint-Germain était le grand favori, et qu'on a fait un exploit en les éliminant, et peut-être que mentalement, émotionnellement et physiquement, on a lâché beaucoup d'énergie sur la demi-finale, qu'on a sans doute payé dans le money time de la finale. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit on est passé tout près de quelque chose de grand, de formidable? Non, moi personnellement, je ne me suis pas rendu compte. En fait, chaque année, j'organisais un déplacement des entraîneurs à Cologne, et donc j'ai vu tellement de Final Four du haut des tribunes, que là, je me suis juste rendu compte que j'étais sur le terrain. Bon, à la remise des récompenses, c'est sûr que quand tu viens sur le podium et que tu vois que c'est Montpellier qui soulève le trophée, ça te fait quelque chose. Mais non, j'ai eu l'impression de vivre quelque chose, non pas d'irréel, mais qui était vraiment imprévisible au départ.
Donc j'étais concentré sur le match, j'étais concentré sur tout ça. Et voilà, encore une fois, j'ai peut-être pas assez savouré le moment. Hein. L'aventure nantaise, elle s'arrête en 2019. Ensuite, tu pars au Portugal. Tu y restes 8 mois. Et tu arrives à Aix-en-Provence. C'était courant de l'été 2020. Je suis arrivé un an plus tôt, puisque j'avais signé normalement en 2021, mais il y a eu l'histoire du Covid. Et ça posait des problèmes aussi bien au Portugal qu'en France. Et mais là aussi, je dois le dire, c'était toujours été guidé par ça. Il était quand même question que je puisse postuler à l'équipe de France pour le cycle olympique 2020-2024. Donc je voulais de toute façon revenir en France. Et voilà. Donc les dirigeants aixois sont venus me voir à la mi-saison et on s'était mis d'accord pour que je fasse 21-24 ici en France. Donc, puis finalement, ça s'est fait avant. Alors là aussi, tu participes à la progression du club d'Aix, puisque la première année, l'équipe finit 4e du championnat. L'année suivante, 3e du championnat, moment fort dans l'histoire du PUS Handball. La suite, malheureusement, on la connaît. Oui, oui, je pense que j'ai fait le job ici. Après, est-ce qu'on s'attendait cette année à être 2e? Ça me paraît un petit peu décalé. Il y a eu des changements à l'intérieur du club. Il y avait déjà eu des changements avant mon arrivée. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que quelque part, moi, j'ai pas l'impression d'avoir changé mon coaching. J'ai pas l'impression d'avoir changé. Alors pourquoi tout d'un coup ça a moins bien marché? Il y a des raisons dont je ne veux pas parler ici. Voilà. Mais qui s'explique. Et voilà, ça se finit pas très bien, ça se finit en queue de poisson, et ça se finit après un mois de février qui a été très pénible et avec beaucoup de défaites. Thierry, est-ce que finalement tu as des regrets sur l'ensemble de cette carrière? Des regrets? Non, parce que je ne suis pas un homme de regrets. Je ne suis pas un homme de regrets. Après, c'est vrai que on a vu dans mon histoire que j'ai commencé avec la Coupe d'Europe et j'aurais voulu gagner une Coupe d'Europe. Et sans doute que celle perdue contre Göppingen peut être un vrai regret. Un vrai regret parce que ce jour-là, on aurait dû gagner. Enfin, on aurait dû gagner. Il y a eu un adversaire qui a gagné le match. Mais là, vraiment, on aurait dû gagner. Et là, on a raté quelque chose. J'ai raté quelque chose. Ça, c'est peut-être le seul regret. Mais non, je ne suis pas un homme de regret, en fait. Non, je ne suis pas un homme de regret. Mais la Coupe d'Europe, c'est particulier. On a évoqué brièvement ton parcours, ces 36 années. Il faudrait plusieurs heures, je pense, pour en parler. Mais quand tu regardes un peu tout ton parcours, est-ce que tu es fier ? Non, je ne suis pas non plus quelqu'un qui est fier. Des fois, ma femme me dit « t'es un peu narcissique et tout », mais c'est le jeu de la médiatisation. Et voilà, mais non, fier, non. Je suis simplement fier d'avoir fait 35 ans et de m'être adapté justement aux différents clubs dans lesquels je suis allé. Aussi, je me suis adapté aux nouvelles générations. Voilà, même si cette année, c'était compliqué, et je l'ai mal vécu d'ailleurs, mais jusqu'à présent, je me suis toujours adapté, toujours adapté, et c'est peut-être ça ma fierté finalement, c'est d'avoir montré que je pouvais entraîner dans différents lieux, et avec différentes personnes, et avec différentes générations. J'imagine que sur ces 36 années, il y a des joueurs qui t'ont marqué. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns ? Voilà, alors là c'est délicat parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'ai beaucoup appréciés. Il y en a qui vont se dire pourquoi il n'a pas parlé de moi. Mais oui, il y a des joueurs bien sûr qui m'ont marqué, que ce soit à Créteil, que ce soit à Poto-Kubo même, à Paris, à Nantes, au Sporting. Bon, je suis resté que 8 mois, à Aix que 2 ans et demi. Mais oui, bien sûr que... Je ne sais pas si je dois les citer ou pas. Je pense que... Alors, dans les buts, parce que j'ai entraîné les gardiens de but. Longtemps, j'ai entraîné les gardiens de but. Hein, donc, j'en ai connu quand même quelques-uns qui étaient internationaux. Hein. Voilà. Il y en a un qui était particulier. Il y en a 2 qui étaient particuliers, d'ailleurs. C'est aussi bien Christian Godin que Bruno Martini, qui avaient tous les 2 des caractères très trempés. Mais je ne les ai pas entraînés longtemps, ceux-là. Bon, après, avec Arnaud Siffer, on s'est souvent croisés. Une histoire de je t'aime, moi non plus, je te comprends pas, mais je te garde toujours, c'était compliqué. Pochucha, l'entraîneur, enfin,
celui qui entraîne les gardiens aujourd'hui à Créteil, que j'ai eu comme gardien à Créteil, mais je pense que il y a eu Nicolas Lemon, il y a eu Cyril Dumoulin, il y a eu Patrice Annonay, que j'ai beaucoup apprécié aussi. Il y a eu beaucoup de gardiens, non. Je ne peux pas en détacher un. Après, si je regarde au poste de pivot, oui, je pense que malgré les Twinzinski, les Tourna et compagnie, Guéry Kervadec reste quand même le joueur avec qui j'ai passé de très très bons moments. C'était un joueur incroyable et un joueur et un garçon charmant. Voilà. À l'aile gauche, Mile Zakovic, bien sûr que j'ai fait venir à Créteil, parce qu'à l'époque, Hassan Afedic voulait Perkovac, celui qui vient de prendre la Croatie, là. Mais moi, j'avais dit à Tapi, non, écoute, moi, il y a un joueur que j'aime, c'est Mile Zakovic. Et on a réussi à faire arriver Mile Zakovic, qui a été un joueur incroyable, et avec qui j'ai toujours gardé de bons rapports. C'était un personnage. Mais bon, Valero Rivera, quoi. Valero Rivera, je peux parler que de Valero Rivera. Aujourd'hui, il est quand même au-dessus de tout le monde, mais j'ai eu quand même des bons ailiers gauche. À l'aile droite, c'est plus compliqué à l'aile droite. Hein. Denis Tristan à l'époque, c'était quelqu'un. Jean-Jacques Cochard, il y a eu pas mal de joueurs. David Balaguer, c'était pas mal aussi. Mais j'ai peur d'oublier, j'arrive pas à dégager. C'est comme le poste arrière droit. J'ai beaucoup aimé Makeda. Makeda est un joueur très attachant, mais Joël Abati, quand même, Joël Abati. Et Zlatko Saracevic, quand même un personnage incroyable. J'ai toujours peur d'oublier quelqu'un. Au poste de demi-centre, François-Xavier Houlet, on va être gentil avec lui. Mais Fabrice Guilbert était un joueur incroyable. Fabrice Guilbert était un joueur incroyable comme demi-centre. Je pourrais en citer beaucoup. Hein. Arrière gauche, je ne sais pas. Christian Zaharia, bien sûr. Christian Zaharia, c'était quelqu'un de... Qui est-ce que j'oublie sur le poste d'arrière gauche? Je dois oublier. Non, Ibrahim Dio, Nikola Vojinovic. J'ai oublié Nicolas, demi-centre. C'était un garçon adorable, Nikola Vojinovic, incroyable. À l'aile gauche, Olivier Giraud. J'ai oublié Olivier Giraud aussi, avec qui des fois j'ai eu des problèmes, mais avec qui aujourd'hui je m'entends super bien. C'est difficile. Mais Valero Rivera, bien sûr, Roch Felio comme défenseur. Si j'oublie Roch, il va m'en vouloir. Mais voilà quoi. Non, Guéry Kervadec, Créteil, c'est Guéry Kervadec. Potokobo, ça reste Christian Zaharia. Paris Handball, Ibrahim Dio quand même. Ibrahim Dio, parce que c'était particulier notre histoire, à nous deux. Et Nantes, Valero Rivera et Roch Felio. Valero Rivera, c'est pas n'importe qui. Non. C'est ton gendre. Ouais, parce que quand ma fille est partie, après avoir joué dans des clubs français comme quand même ici les Moulineaux, Le Havre, Metz, s'y retrouvait pas, elle est partie en Espagne. Et ma foi, grâce à Makeda, qui lui a fait rencontrer Valero Rivera, Valero Rivera est devenu ce qu'il est ici en France, quoi. Thierry, quand on évoque ta carrière, on pense bien évidemment à l'entraîneur, au fin tacticien, à ce qu'il a apporté dans tous ces clubs, à cette expérience. Mais j'ai envie de dire, on pense aussi à son caractère bien trempé, à son franc-parler, à cette liberté de penser, j'ai envie de dire. C'est ta marque de fabrique ? Je pense, ouais. Depuis tout petit, je suis un peu un rebelle, quoi. Voilà, je suis un peu un rebelle. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et aussi, j'ai toujours avancé sans avoir été, je dirais, parrainé ou aidé. Parce que quand même, dans la vie, des fois, il y a des gens qui t'aident bien à obtenir certains postes. Et moi, j'avais toujours la fierté, en fait, de me débrouiller tout seul. C'était une façon de dire, vous voyez, j'ai pas besoin de vous. Je pense être compétent. Et je vous dois rien. Bon, je trouve que c'était excessif parce que des fois, c'était un peu idiot. Je sais pas pourquoi c'était comme ça. Peut-être parce qu'à côté de moi, il y en a qui arrivaient en étant sans doute moins compétents, mais en étant parrainés largement. Mais c'est idiot, c'était idiot comme... j'ai dépassé ça. Par contre, c'est vrai que j'ai du caractère. J'étais bagarreur à l'école, j'ai toujours été. J'étais élevé quand même dans une cité aussi, il faut pas. Hein, j'ai pas été élevé à Neuilly ou je sais pas où dans un pavillon de 3 étages. Mais je pense être le recordman des matchs de suspension, parce que la commission de discipline à une époque ils m'ont vu quand même beaucoup. Hein. Je sais que j'ai pris déjà au moins 3 fois 12 matchs.
pour insulter un arbitre, pour bousculer les arbitres. Alors je respecte profondément les arbitres. Mais voilà, je me suis assagi quand même depuis quelques temps. Je n'ai pas trop pris de carton rouge. Puis comme moi, j'essaie des fois modestement d'écrire un peu l'histoire, on va essayer. Mais je suis suspendu. C'est mérité. J'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire à chaud. Donc, faut assumer. Faut assumer. T'étais quel type d'entraîneur? Dur, très directif au départ. Ben, il fallait faire la place, il fallait essayer de montrer que, voilà, il fallait... J'étais aussi porté par le fait de vouloir être le meilleur, que les gens pensent que j'étais le meilleur. Ce qui m'a largement... ce qui est parti de mon esprit au fur et à mesure. Je voulais simplement être un bon entraîneur, quelqu'un qui fait bien son job, à qui on ne peut rien reprocher. Mais quand j'étais plus jeune, je voulais être le meilleur. Donc j'ai été dur, très dur des fois avec les joueurs. C'est pour ça que quand je vois aujourd'hui, on me dit que j'ai un coaching difficile et tout, mais j'ai mis, comme je l'ai déjà dit, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin. Hein. Mais là, j'en ai mis un peu trop, je trouve, parce que j'aime bien boire un bon verre de vin aussi. Mais non, j'ai fait beaucoup de concessions aux joueurs, mais c'est aussi l'air du temps. Il y a les joueurs qui ont l'impression qu'ils connaissent mieux le jeu que l'entraîneur. Seulement, ils oublient une chose, c'est qu'ils sont là comme joueurs, et ça serait déjà bien qu'ils soient bons comme joueurs. Mais ça, c'est un autre débat. Quel regard, justement, tu portes sur l'évolution du handball entre tes débuts, dans les années fin 70, 80, et aujourd'hui? Ben, j'ai eu cette chance incroyable, incroyable de vivre cette évolution du handball. Et en fait, je vais écrire quelque chose là-dessus. J'ai déjà commencé. Et moi, je me souviens, c'est mon grand-père. En fait, c'est lui qui m'a donné le goût du sport. Et quand je lui ai dit que je faisais du handball, il m'a dit « c'est quoi ce sport ?» Il est venu me voir un jour en Ligue des Champions, enfin Coupe d'Europe des clubs champions, c'était contre Moscou, c'était un match mais incroyable quoi. Et les mecs, ils avaient fait les Jeux Olympiques quelques mois avant. Et il n'a pas bien compris tout ce qui se passait. Et aujourd'hui, je pense que si c'était la même chose aujourd'hui, il saurait c'est quoi le handball. Et donc c'est ce qui s'est passé. Le handball, sport de récréation, sport d'école, est devenu maintenant le sport collectif le plus titré et les joueurs sont reconnus et tout. C'est ça que j'ai vécu. Et j'ai vécu bien sûr l'arrivée de l'argent. Dans le handball, on était purement amateur. Et après, j'en ai fait mon métier. Et puis j'ai vu l'évolution du jeu, puisqu'il y a eu les règles qui ont sans cesse évolué. Le handball qu'on jouait dans les années 80, ça n'a rien à voir avec le handball qu'on peut jouer aujourd'hui. Donc j'ai vécu tout ça, c'est ça, en fait, cette grande chance que j'ai eue. Et je pense que ça m'a énormément enrichi dans mon métier de tous les jours. Il y a 20 ans, tu as créé le syndicat des entraîneurs. Tu en es d'ailleurs toujours le président. En quoi est-ce important pour toi de défendre ce métier d'entraîneur? Parce que dès l'instant où je suis devenu entraîneur, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'il ait plus de considération. J'ai vu aussi évoluer le métier d'entraîneur, vraiment, qui était un personnage central dans les clubs, qui aujourd'hui est largement mis en difficulté à la moindre contre-performance. Donc je me dois de me battre pour les futures générations. Moi, ça va. D'abord, je suis président parce que personne ne veut prendre la place, c'est sûr. Il y a 20 ans, quand on a monté le syndicat, je tiens à le dire, j'étais avec Daniel Agère d'Ivry et Laurent Saurin d'Angers, qui est toujours le trésorier d'ailleurs, avec moi. Et on essaye à chaque fois, bien sûr. Bon, Daniel nous a quittés mais je sais qu'il est toujours proche de nous quand même dans l'esprit. Mais on essaye aussi avec Laurent et tout le bureau de cette master. D'aider dès que c'est possible les entraîneurs à pouvoir faire une carrière. Et j'ai peur malheureusement que peu arrivent à faire une carrière comme j'ai faite de 35 années, quoi. Donc c'est très important. Je pense que l'entraîneur doit rester un personnage important du club et qu'il ne faut pas justement à un moment donné dans ce dialogue qu'il peut y avoir entre la direction, les joueurs, les entraîneurs, à un moment donné, de considérer que l'entraîneur, c'est un fusible qu'on peut changer très facilement du jour au lendemain.
Est-ce que tu as été, est-ce que tu es toujours sollicité en tant que justement président de l'association? Oui, parce qu'on est présent, on est présent. Alors, des fois, certains adhérents nous reprochent de ne pas être assez réactifs, mais on est présent, bien sûr. On s'est regroupé avec les autres sports collectifs autour de la FEP, la Fédération des entraîneurs professionnels, avec le foot, le rugby, le basket, le volley. On est présent quand il faut discuter avec la fédération, avec la ligue, avec le ministère, des fois avec les parlementaires. Je veux dire aussi avec parfois le HF, mais là c'est plus difficile, parce que le HF ils sont très fermés. Mais on essaye d'être présent partout, aussi bien pour les garçons que pour les filles, pour se faire entendre et défendre et dire que c'est pas seulement la défense du métier qui est importante, c'est aussi participer à l'évolution du handball au travers des cadences infernales, des calendriers, des règles de jeu, de tout. Et aussi, bien sûr, avec mes amis, les arbitres. À l'issue du match contre Nantes, tu avais déclaré « Je reste positif, c'est pas terminé ». Oui, parce que j'envisage de servir toujours le handball, surtout. Voilà, peut-être d'une autre façon, d'avoir peut-être un peu plus de temps pour moi, mais le temps pour soi, c'est de pouvoir penser à d'autres choses, ok. Mais bien sûr, j'ai beaucoup de projets, j'ai aussi déjà beaucoup de sollicitations, donc il va falloir que je prenne des décisions. Parce qu'on t'imagine mal, c'est vrai, effectivement, rester bien sagement à la maison. Tu es quelqu'un qui bouge, de très actif. Tu l'as dit, tu as de nombreuses sollicitations. Comment tu vas faire ton choix? Qu'est-ce qui va faire que tu te lances dans un nouveau challenge, comme tu as pu le faire à tes grands débuts? C'est-à-dire que mon idée, elle est plutôt dans l'accompagnement, dans la transmission. Donc, il y a plusieurs possibilités, bien sûr. Mais donc, j'ai monté une société de consulting pour aller aider les coachs en difficulté, aller conseiller des clubs, aller conseiller des présidents, aller aussi à l'international pour développer le handball. Tout un tas de choses qui fait que je vais rester quand même dans le milieu encore un certain temps. Ouais. Une sélection, c'est possible? C'est toujours, alors bien sûr, j'espérais l'équipe de France, mais sans avoir de regrets non plus, parce que l'équipe de France s'est bien débrouillée sans moi, donc tout le monde en a profité, c'est très bien comme ça. Mais une sélection, oui, parce que c'est un autre circuit, parce que j'aimerais connaître aussi les grandes compétitions internationales. J'aurais pu participer au championnat du monde, aux derniers championnats du monde, avec 3 sélections différentes. Ça ne s'est pas fait parce que soit j'ai trouvé que c'était pas le moment, soit parce qu'on m'a dit de ne pas y aller non plus, soit parce qu'on m'a empêché d'y aller aussi. Bref, peu importe. Mais j'ai pas connu ça. Et ça serait juste de connaître ça. Il y a 2 choses que j'ai pas connues dans le handball. C'est ça et entraîner les filles. Finalement, Thierry, quelles sont les choses ou les moments qui vont te manquer le plus? Manquer le plus, c'est sans doute le moment où tu... Très pénible. Le moment où les joueurs s'échauffent avant un match. Parce qu'en fait, moi j'aime bien être au bord du terrain, certains ne le sont pas, mais j'aime bien être au contact, de regarder, de prendre la température de la salle, de voir et de me dire qu'on est là pour proposer un spectacle. Parce qu'en fait, je dois aussi avouer une chose, c'est que longtemps dans ma carrière, je me disais, mais Thierry, t'es payé pour faire jouer des gens avec un ballon. Je ne le vivais pas très bien. Pas très bien parce que, bon, tout le monde connaît mes idées politiques aussi, enfin bref. Et un jour, je me suis rendu compte que finalement, on proposait un spectacle. Et là, de suite, ça a été beaucoup mieux. Donc, le match doit être un spectacle. Donc, j'ai besoin de la température, la salle, le public, les joueurs, tout ça, etc. Mais c'est vraiment très pénible pour un coach d'attendre une bonne demi-heure le début du match. Voilà. C'est pénible, c'est très pénible. On trouve ça très long. Mais c'est peut-être le moment que je regretterai le plus. Pour finir, Thierry, quel conseil tu donnerais au Thierry de tes débuts? Au Thierry de mes débuts, je pourrais dire quoi? Fais attention un jour, évite de baisser ton pantalon.